Vendredi, 9 h du matin. À la caserne centrale de la gendarmerie de Cayenne, l'antenne du GIGN est en alerte. En moins de 30 minutes, le capitaine Yann a mobilisé une douzaine de ses hommes. On a été activé pour un retranché dans Cayenne qui serait armé d'une arme de poing dont on ne connaît pas le calibre et qui serait peut-être sous l'emprise de stupéfiants et qui serait potentiellement à l'origine de menaces dans le voisinage. Un homme armé, drogué et qui menace le voisinage. Une situation particulièrement grave. Tu renforces l'équipe à haut. Allez les gars, vous perdez pas de temps. Dès que vous êtes prêts, vous montez dans les véhicules et vous nous suivez. La cible se trouve à moins de 5 minutes de la caserne, dans le centre de Cayenne. Yann a plus de 10 ans d'expérience en unité d'intervention. Arrivé à 500 mètres de la maison, il donne ses ordres pour une approche tout en discrétion. Que ce soit les gyros comme les deux tons, vous les coupez une fois arrivé au cimetière. Si la personne est déjà un peu en état de stress avancé, il ne s'agirait pas que le fait d'entendre les gyrophares et les sirènes crée du stress chez elle, et encore plus que c'est sans doute déjà le cas. Alors ça doit être encore après, je pense que c'est pas ça. Ah, c'est là. Sur place, en attendant l'arrivée du GIGN de Guyane, Restez dans la rue. des policiers et des gendarmes ont commencé les premières négociations. Ils vont briefer Yann sur la situation. Pour l'instant, il a le couteau qui est là, donc ils sont en train de parler avec lui. Et là, il a pris le couteau, il se l'est mis au niveau de la poitrine. Il est connu, monsieur le commissaire, vous le connaissez? Mais c'est un squatteur de longue date, ça. D'accord. Et alcoolique, c'est sûr. Alcoolique Et probablement drogué. Alors, a priori, ouais, il sera en manque de crack. Le crack est un dérivé de la cocaïne. C'est une drogue très puissante qui provoque des hallucinations et des crises de paranoïa. Un homme armé sous l'emprise de cette drogue est totalement incontrôlable. Yann installe immédiatement un dispositif pour cerner la maison et l'isoler des autres habitations du quartier. Là, ici, là, la tête. Directement escalier qui est en face. Il risque de sortir par ici. Ok. Mettez-vous dehors, les gars! Consigne de sécurité, mettez en protection! Viens nous voir! Rien! L'individu est retranché dans une pièce à l'arrière du bâtiment. Et il s'est enfermé à clé. Les hommes de l'antenne GIGN ne veulent pas lancer un assaut sans reconnaître les lieux. Alors ils vont utiliser du matériel spécialisé. Juste le bout qui bouge. On peut diriger en haut, en bas, à gauche, à droite. Avec plusieurs hommes en couverture, un gendarme va essayer d'observer la pièce. Une phase délicate. À tout moment, le forcené pourrait sortir. Problème, aujourd'hui le terrain n'est pas favorable. Il n'y a pas d'espacement assez large sur la porte. Aucune image de la pièce. C'est une précieuse information qui va manquer à Yann et Cédric. Ils en ont conscience, donner l'assaut dans ces conditions pourrait être dangereux. Parce que ce que j'ai peur, c'est que s'il attend le boom et que tu sais qu'il va se bloquer derrière la porte. Non. Tu vois? Limite en jeter deux. Ouais. Bon, regarde. Ouais, je pense que. Première, deuxième. Fois. Il faut attendre le beau premier boum, taper les fracs et en jeter tout de suite une seconde. Ça laisse le temps de. En sachant qu'après, les mecs ils vont la prendre dans la courge, la deuxième. À part ça, je vois pas. Pour l'instant, la priorité de Yann, c'est la négociation. On y réfléchit pour peut-être plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas question de ça encore. Il faut qu'on. C'est un peu notre responsabilité de prévoir et de proposer des plans de secours si jamais ça aboutit pas, quoi. Depuis plusieurs heures, l'homme qui négocie sur place est un policier de Cayenne. Il s'appelle David. C'est lui qui est arrivé en premier sur les lieux. T'en es où là? Ce n'est pas un professionnel de la négociation. Mais le retranché ne veut parler à personne d'autre. Moi je tiens ma promesse, tu peux tenir la tienne peut-être, venir. Pour ce policier, c'est un sacré défi. Le forcené est particulièrement instable. Compliqué, il est. En haut, Eh, comment est-ce que il faut que tu viennes me voir. Faut que t'arrêtes tout ça. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Après plus de 3 heures de dialogue,
S'il te plaît, ne t'enferme pas, ça sert à rien, discute. David, le policier, va peut-être obtenir une reddition. Je veux que tu recules, je peux pas m'approcher si t'as le couteau dans la main. Pose le couteau et on discute. Le retranché décide de quitter la pièce dans laquelle il s'était enfermé. J'ai pas envie de te tuer, moi, on en fait juste connaissance, là. On fait juste connaissance. Mais il sort avec son couteau. Et ça sert à rien, tu veux trouver des solutions, en fait, tu veux pas en trouver de solution. Moi, je veux bien en trouver avec toi. Ils sont là pour t'aider. T'occupe pas d'eux, c'est moi. David pense être sur la bonne voie. On va régler les problèmes, on va faire ça toi et moi, et sans couteau. Quand soudain, Peux-tu bien me donner le couteau? Top action. la Guyane, c'est un territoire grand comme 10 fois la Corse. Un bout de France en Amérique du Sud, devenu en quelques années l'une des régions les plus criminogènes de notre pays. Notamment à cause de la pauvreté et du chômage. Pour tenter d'enrayer la montée de la violence et des trafics en tout genre, une unité d'élite, le GIGN, a déployé une antenne sur place. 50 gendarmes triés sur le volet. Tu confirmes. À la tête de ces hommes, le commandant Jean-Michel. Allez, on se concentre, on y va. Depuis 30 ans sur le terrain, il a développé une expertise hors du commun. Putain, allez, il faut du monde, À ses côtés, Cédric, un jeune chef de groupe, spécialiste des actions en jungle contre les chasseurs d'or clandestins. Commence à chauffer là. Depuis 2 ans, il enchaîne les missions en forêt. Comme une guerre anti-stup. C'est une guerre sans fin, mais bon, faut pas lâcher. Faut maintenir la pression. Ces gendarmes sont spécialisés dans les actions choc. On décroche. Ils sont missionnés pour arrêter les délinquants les plus dangereux. Tu es placé en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre. Ils luttent contre l'orpaillage illégal et les bandes mafieuses qui sévissent dans la forêt équatoriale. Civil. Ils interceptent des trafiquants en mer. L'antenne GIGN de Guyane est l'une des plus actives de France. À Cayenne, les hommes de l'antenne GIGN interviennent depuis plusieurs heures pour tenter de maîtriser un individu armé, retranché dans un squat. Un geste dangereux du forcené vient de provoquer la réaction d'un gendarme. Pour garantir la sécurité du négociateur, il a tiré au taser, mais sans effet. Il y a un mec qui a pris l'initiative d'essayer de le taser, mais en fait il a réussi à se réfugier dans la chambre. Donc bon, une petite montée en pression, mais là il est retourné dans la chambre, on va reprendre contact négo après. Les 50 000 volts de décharge n'ont pas permis de neutraliser le retranché. Donc il a bien atteint son objectif. Mais l'individu, comme il est enivré, on ne sait pas son état psychologique, en fait, ça n'a pas eu d'effet. Il n'a pas été électrisé. Il s'est tout de suite retranché avec son couteau. Pour David, le policier arrivé le premier sur les lieux et qui mène les négociations, la situation est critique. Je sais pas ce que je peux lui déclencher dans la tête si je fais une erreur. Et je m'en voudrais beaucoup. Donc voilà, moindre truc, on peut le dire. David craint que l'homme mette fin à ses jours. Et qui c'est qui veut te faire du mal? On va tous dans le même sens ici. On veut pas que tu te blesses. Le retranché tient des propos incohérents, demandant à ce qu'on attente à sa vie. Mais j'ai pas envie de faire ça. On n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de faire ça. Parce que je suis sûr que tu es quelqu'un de bien. Et j'ai pas envie de te tuer. Pourquoi je ferais ça? Arrête de raconter n'importe quoi. Dans ce genre de situation, le forcené recherche souvent le suicide par policier interposé. Il veut mourir, mais n'ose pas passer à l'acte. En fait, c'est que de la provocation sur le plan du suicide. Il serait plus amené à faire un suicide by cop, c'est-à-dire à tenter à une action de notre part et venir faire des gestes pour qu'on lui tire dessus. Donc là, c'est à plusieurs reprises, il vient d'énumérer ces faits. Donc il va falloir faire attention là-dessus.
Face à ce risque de suicide by cop, Cédric va devoir agir rapidement dès que l'occasion se présentera. Je répète encore une fois. Si le mec se taillade pas, s'il se taillade, top action. S'il lâche ses armes, il se dégage de la zone à plus d'1 mètre, on peut l'interpeller. Cela fait maintenant 5 heures que le négociateur discute. Si tu les appelles, tu viens avec moi après? Oui. S'ils sont là, s'il vous plaît. Non, je les ferai pas venir. Par contre, au téléphone éventuellement. David vient de faire un progrès majeur. Le retranché veut voir sa femme. Sur la main courante, s'il n'y a pas déjà eu un différend familial. Un différend familial, tu sais, puis voir si tu as un numéro de fixe concernant sa concubine ou pas. Tu vois, ou sa femme, c'est sa femme apparemment. Si l'homme demande à voir son épouse, cela va permettre à David d'établir un contrat, une sorte de donnant-donnant. Il a établi un contrat moral avec le négo. Puis il dit qu'il y aura une reddition si son épouse arrive et si on lui explique la même chose à son épouse. Donc il y a un contrat moral. Après, est-ce qu'il va respecter son contrat ou pas? Donc là, le but principal, c'est vraiment qu'il y ait une reddition. Pour le capitaine Yann, qui supervise l'opération, difficile d'évaluer si ce contrat sera la solution. Ça peut être un bien ou un mal, le problème c'est qu'on ne le maîtrise pas trop, quoi. Donc ça serait bien de savoir un peu à qui on a affaire déjà, de voir si elle est plutôt une aide pour nous ou plutôt une gêne. Pour l'instant, la situation ne s'empire pas, donc le but ce serait pas que ça s'empire. Les gendarmes sont inquiets. L'épouse du forcené pourrait devenir un problème de plus à gérer. Si on inclut sa femme dans le dispositif, on ne sait pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va pas se donner en spectacle aussi? Voilà, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas du chantage avec elle? Voilà. Tout à fait. On ne sait pas les dispositions. Les membres de l'antenne GIGN vont donner des consignes très claires à David, le policier qui négocie avec le forcené. Ah non, surtout pas de contact direct. Parce que là, on ne sait pas quelle sera sa réaction. Parce qu'autant il va attendre qu'elle arrive et puis il va s'en foutre un coup. 1 heure plus tard, l'épouse de l'individu a été retrouvée. Ta compagne, elle est là. Pour l'instant, elle reste à l'extérieur du dispositif. Pas question de la faire rentrer. C'est au téléphone que le contact doit s'établir. Mettez ici, s'il te plaît. Non, on n'a pas le droit de la faire rentrer sur le discours, c'est pour ça. J'ai pas le droit. Mais elle est là, je peux te le dire. Tu peux crier? Tu peux crier? Non, mais fais un grand cri qu'on t'entende ici. Et où? Elle est dans le portail. L'individu a promis de se rendre si sa femme venait. Pour le policier, c'est l'instant de vérité. Tu fais quoi? D'accord. Tu viens? Tu peux poser ton couteau, tu m'as promis. Le forcené va-t-il respecter son contrat? Oui, mais il faut que je vois comment j'ai des mains. Il s'est approché, mais il est toujours armé. On va la mettre là, à la grille, là, d'accord? Ton épouse, pour te montrer que j'ai pas menti. Ton couteau, il est où? Je veux le voir. David essaie de l'amadouer en laissant son épouse s'avancer. Mais elle doit rester derrière ce mur. Non, personne ne va rien faire. Non, tu as promis. L'épouse du retranché insiste. Elle le supplie de se rendre. Ok, elle vient avec moi. Je t'ai promis. Enfin, Tranquille les gars. Non, mais touche pas, s'il vous plaît. Non, non, tu viens avec moi, je t'ai promis. David obtient le résultat tant attendu. C'est bien. On peut le passer les gars. Tranquille les gars. Tranquillement. Romain Guillaume, vous allez sécuriser la pièce. Après 6 heures de négociation, la patience des gendarmes a payé. Yann rend compte à son commandant. Faisant venir sa femme, on a réussi à dégonfler finalement la situation. Donc là, il vient de se rendre, ça s'est fait sans heurts, sans rien. On a fait ça en souplesse. Avec le négo, ça a bien discuté. Donc voilà, ça s'est fait de la bonne manière. C'est toujours mieux quand ça se déroule comme ça, quoi. S'il avait fallu qu'on entre, c'est toujours un petit risque à prendre. Donc on préfère quand ça se passe comme ça par la discussion, c'est mieux. La première négociation de David, le policier, est une réussite. Non, pas facile. Tu sais pas.
Moi, je suis l'OPJ de permanence de Cayenne, quoi. Ouais. Je sais pas, ouais, ça s'est Mais fait non, comme ça. t'avais contact. Mais la plus grande peur, c'est de dire des conneries, quoi. C'est de dire le mot qu'il faut pas, quoi. Justement, j'étais très correct. N'ayant blessé personne, l'individu n'a pas été inculpé. Il a rencontré un psychiatre et pris conscience des problèmes que lui posait la drogue. Pour les hommes du GIGN de Guyane, la journée n'est jamais terminée. Après 6 heures d'intervention, Cédric, le chef de groupe qui a participé à l'interpellation du forcené, n'est pas parti se reposer. Il a rejoint son collègue Tom à la salle de sport de la caserne. S'il passe en moyenne 2 heures par jour ici, ce n'est pas pour s'admirer devant la glace. Pas du culturisme. On fait vraiment du sport pour des exercices qui sont déjà un pour le plaisir et deux adaptés au travail, au job qu'on fait. Plusieurs fois par semaine, ces gendarmes d'élite ont pour obligation de s'entraîner. En Guyane, le corps est un véritable outil de travail. On va travailler aussi bien le cardio, des exercices combinés, concordants par rapport à nos missions, et après des exercices de force, pour pouvoir bien, en fin de compte, balayer le spectre des interventions, aussi bien en forêt, en inter, au milieu urbain. Un renforcement musculaire indispensable, surtout pour Tom, le colosse d'1,93 m, qui hérite toujours des charges les plus lourdes. Quand tu vois tout le matos qu'on doit transporter, le poids que ça pèse, les conditions climatiques, rien que pour la corde lisse, des exercices comme ça, tout ce qui est forêt, non, c'est indispensable. Fin de séance. À 1h30, c'est bien. Les gendarmes du GIGN de Cayenne doivent physiquement et mentalement être très forts. Les missions se suivent, mais ne se ressemblent pas. Plus grande région de France, la Guyane est un territoire immense, composé à 97% de forêts tropicales. Plus de la moitié de la biodiversité française se trouve ici. Mais cet écosystème est menacé. Des milliers de chercheurs d'or clandestins, les garimperos, fouillent la terre à la recherche du précieux métal. Ils déboisent la forêt, creusent des galeries et déversent des litres de mercure pour agglomérer les paillettes d'or. Parce qu'ils trouvent de l'or, ils utilisent du mercure. Et ça, c'est hyper nocif pour la santé. Tous les ruisseaux, mais en fait tout ce qui va couler derrière, c'est pollué. Venus pour la plupart du Brésil, les garimperos sont souvent liés à des bandes mafieuses violentes qui n'hésitent pas à tirer pour défendre leur trafic. Face à ce fléau, le GIGN de Guyane est en première ligne. 7 heures du matin. Cédric se prépare pour une nouvelle opération. Une mission dont il sera le chef et qui va engager plusieurs hélicoptères. On va sur des sites, on arrive, on traite la zone de fond en comble et on repart. Et on repart sur un autre site, comme ça pendant toute la journée. Et le but, c'est de traiter le maximum de sites et mettre à ralentir l'orpaillage illégal. Face aux chercheurs d'or brésiliens, pas question de partir avec une simple matraque et un bouclier. Les garimperos sont souvent armés. Là, on part avec des munitions 5,56. Donc là, on part avec un G36. Ensuite, il y a les tireurs embarqués, les tireurs d'élite, qui sont dans l'hélico. Ensuite, on a un peu de fumigène pour pouvoir, en cas de blessé ou d'accrochage, s'il y a des hélicos qui viennent, de pouvoir signaler notre zone depuis le sol. Et des petites grenades, ce qu'on appelle des grenades d'encerclement, au cas où si on se faisait se faire encercler et harceler par les guérims. Quand il part en forêt, Cédric essaie toujours d'être accompagné par David, un véritable spécialiste de la jungle. Faut partir équipé, on ne sait jamais ce qui peut se passer en forêt. On dit toujours que tout se passe bien, mais ça arrive qu'on se fasse tirer dessus quand même. La mission est une opération de type commando, un assaut par les airs. Aujourd'hui, l'objectif de Cédric est une zone d'orpaillage illégale, à 100 km de Cayenne. Un site d'importance où se trouvent de nombreux garimperos. Là, on arrive à 5 minutes de la zone, donc on commence à se conditionner, préparer le matériel, mettre en place la radio. Il y a le premier hélico avec les tireurs embarqués qui vont survoler la zone et qui vont signaler le vert engagement.
Dans cet hélicoptère, des tireurs d'élite. Ils ont une importance capitale. Ils vont protéger Cédric et ses hommes au moment de l'atterrissage. Je peux me mettre à gauche de l'arbre là. Ouais, ça marche. C'est un des moments les plus risqués de la mission. Les gendarmes sont vulnérables. Tout de suite, zone sentier, ils s'emparent de la zone pluie. Nous, second temps, on s'empare de la zone chantier. Et on détruit. En moins d'une minute, Cédric déploie ses hommes au sol. Les tireurs d'élite sont prêts à réagir à tout instant. Puis après, on s'occupe des 3 moteurs qui sont dans les barranques, les mecs qui vont venir nous rejoindre. 3 moteurs, carbés, et un 4 cylindres, encore un 4e moteur. Donc là, on les a surpris sur le qui-vive. Là, on voit encore un moteur qui a un 4 cylindres actuellement en bas, qui est en train de tourner. Donc ils n'ont pas eu le temps de l'arrêter. Donc là, juste derrière nous, ils sont sur un carbet. Là, on a une grande zone. On va la geler ici, on est faible en effectif. On a un 4 cylindres qui est derrière nous et 3 moteurs qui sont ici. Donc on a de quoi faire, s'occuper pendant 1h30 à peu près. 4 moteurs sur un seul site, c'est un très bon résultat. Les destructions commencent. Et si les moteurs tournaient encore, c'est que les Garimperos ne sont pas loin. Ils observent la scène. Alex? Ouais? Je reste sur la zone de chantier avec les 3 moteurs, les mecs qui reviennent pour démonter. Au cœur de la jungle, les moteurs valent une fortune. S'ils le peuvent, les Garimperos n'hésiteront pas à les récupérer. Là, le temps qu'on s'occupe du moteur qui est derrière nous, en traitant aussi le petit carbet qui est ici. Donc le temps qu'on regarde sur la droite, on lâche le terrain sur la gauche. Et là, les Guérim reviennent automatiquement pour pouvoir vite fait démonter les moteurs ou les basculer directement dans les barranques. Où là, ça va nous nuire à notre action, parce que ça va être beaucoup plus difficile, on va perdre du temps. En une journée, Cédric espère traiter 3 ou 4 sites comme celui-ci. Mais avec une humidité qui peut frôler les 90% et une température de plus de 30 degrés, l'effort est épuisant. Je suis plié, mais bon. D'autant que les moteurs des Garimperos sont extrêmement solides, prévus pour résister à ces conditions extrêmes. C'est compliqué. Ça, c'est des gros moteurs 4 cylindres, avec le métal qui est assez épais. Là, celui-ci, en l'occurrence, c'est pas en fonte et ça casse pas. On a beau taper comme des fous, sauf qu'il faut garder du jus pour le reste de la mission, qui n'est pas terminée. Ça, on a encore 3 sites à traiter par derrière. Alors, pour accélérer la destruction, Cédric va utiliser un moyen radical. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un pot thermique. C'est du matériel qui date de fin des années 70. Des pots qui permettaient, en cas de conflit, de mettre ça dans les canons des chars et de déformer, pouvoir percer le canon. Donc le canon, une fois qu'il est vrillé, il est inopérant. Donc le char, il ne sert plus à grand chose. Donc là, ça va dégager une chaleur de 2400 degrés à peu près. En quelques secondes, le pot thermique va venir à bout du moteur. Pour les chercheurs d'or, c'est une importante perte financière. Ça vaut plusieurs centaines de grammes d'or, tout se paye en or. C'est plusieurs milliers d'euros. Donc c'est un coup dans le porte-monnaie, un coup dans leur économie. À seulement quelques dizaines de mètres de là, les Garimperos, les chercheurs d'or brésiliens, observent impuissants. Et c'est de tout voir. Ce qu'on trouve, ce qu'ils ont planqué et qui va rester planqué, ce qu'ils ont planqué qu'on va trouver. Et puis ils attendent aussi une chose, c'est qu'on se bat, en espérant qu'on trouve pas trop de choses. Après 1h30 sur place, le bilan des gendarmes est impressionnant. Une gazinière, un congélateur. On se perd pas autant, on Une gazinière, un congélateur. parabole. Une Pas la parabole. même. Je te donnerai les poils ce soir. Le tout premier, où il y avait les filles là. Ouais, après on a fait un petit motopompe là, avec des tuyaux. Un gros carbet. Ouais, 3 en tout. Ouais. Un groupe électrogène, 2 congélos. Cela fait plus de 15 ans que les autorités luttent contre l'orpaillage illégal. Il s'agit d'une guerre d'usure Commence à chauffer. que Cédric espère gagner. Et c'est une guerre sans fin, mais il ne faut pas lâcher les bras parce qu'il faut contenir. Il faut contenir cette problématique. Et si on resserre les taux de plus en plus, on va réussir à les étouffer. Mais bon, il y aura toujours, ça on le sait, mais il ne faut pas lâcher. Comme le stup, exactement pareil, la lutte anti-stup, il ne faut pas lâcher. Tous les endroits ont été déjà traités au moins une fois. Ça revient.
Quand ils bougent, c'est parce qu'ils trouvent un autre filon ou parce qu'ils en ont marre de se faire avoir à un endroit, ils changent. Donc, allez, ça arrête pas. Mais de temps en temps, ça régasse. Le nom de code de cette opération, c'est Anaconda. Comme le serpent, les gendarmes cherchent à étouffer l'adversaire. Alors, à peine le travail terminé, Cédric et son équipe repartent. Mais le prochain site va poser des problèmes. En pleine jungle, il n'est pas toujours possible de se poser. Dans ce cas, Cédric et ses collègues utilisent le treuil de l'hélicoptère. Même entraîné comme David, c'est toujours une descente à haut risque. Il faut s'éloigner des patins de l'appareil et évaluer rapidement la zone de dépose. Partout autour de David, il y a des branches et des arbres avec lesquels il peut se blesser. De branche sur la gueule. Il va nous faire une connerie, putain. Ah, mais merde alors. Merde. Putain, mais qu'il est con. David a évité des branches de justesse. Ces descentes sont périlleuses, mais elles permettent d'agir rapidement et de prendre les garimperos par surprise. Ouais. Au sol, c'est un petit village que les gendarmes vont découvrir. Bonjour. Encore un paquet d'arnaques, hein. Il y a encore quelques-uns. Ouais, j'ai la génératrice à péter derrière. Et là, on a... Voilà. Il y a du coco frais ou pas? C'est quoi? Il y a du coco. Non, il n'y a que dalle. Le congélo, il est vide de chez vide. Je pense qu'ils ont, dans le doute, ils ont commencé à sévèrement remballer rien que quand ils ont entendu les hélicos. Tu restes là pour l'instant, tant que je crame le truc. Comme tu veux. Malgré cette rapidité d'action, les garimperos ont réussi à s'enfuir. Seule cette femme, probablement la cuisinière, est restée. Tout ça, c'était bâché. Le temps qu'on fasse le treuil, bah, ils arrivent à remballer la totalité de, je sais pas combien de mètres carrés de bâche là sur ce carbet. Bah, tout est là sur le côté. Et il y a une personne qui allait partir avec. Voilà. Ils arrivent quand même à embarquer toujours le précieux. L'or, c'est sur eux. Les moyens de transmission sur eux. C'est pas forcément très lourd et ça, par contre, c'est hyper précieux, très cher. Et c'est ce qui leur permet aussi de communiquer pour éventuellement dire des problèmes qu'ils ont pu avoir. Dire quand est-ce qu'on part, dire qu'on est dans les parages pour que d'autres arrivent à remballer avant. C'est le carbet où ils viennent se retrouver tous les soirs pour venir manger. Comment est-ce que tout ça s'est arrivé ici? Transporter Là, c'est transport en quad. Ouais. Enfin, pirogue et quad. une partie à dos d'homme quand il faut finir. Mais bon, il y a des pistes à quad qui sont visibles dans le coin. Parce qu'on est quand même un peu au milieu de nulle part. Là. Ouais. Mais après, c'est un super travail de forçat qu'ils font. Hein. Eux, ils doivent en laisser des années de vie à faire ça ici. C'est des fourmis, voilà, ils vont tout ramener. Une partie en pirogue, déchargée à dos d'homme, des quads qui les attendent ailleurs, déchargés ensuite à un autre endroit. Et tout arrivera. Mais ça mettra le temps, mais ça arrivera. Ça fait un peu barbare hein, de voir le tas et tout brûler, mais à force de les dégoûter, ben, on se dit qu'à un moment ou à un autre ils vont changer de coin ou alors ils vont rentrer chez eux. Mais c'est même pas sûr. Quoi. La mission de David, c'est de tout détruire. Mais il fait preuve d'humanité. À toi les lunettes. À toi. À toi ou pas? Cette paire de lunettes pourra bien manquer à l'inventaire de destruction. En Guyane, peu de missions se déroulent comme prévu. Nous sommes en pleine saison des pluies et en un instant, un orage très violent vient de se déclencher. Il faut partir rapidement car dans quelques minutes, les hélicoptères ne pourront plus voler. Sous les trompes d'eau, un appareil devient extrêmement instable. Le risque d'accident est majeur. Chaque geste est millimétré, le moindre écart, et c'est la blessure assurée.
En 6 mois, grâce aux actions des gendarmes et des autres militaires, près de 600 moteurs ont été détruits, pour une valeur estimée à plus de 13 millions d'euros. La lutte contre les chercheurs d'or illégaux et les bandes mafieuses représente plus d'un quart des missions de l'antenne GIGN de Guyane. Des opérations qui nécessitent un entraînement militaire. À 60 km au nord-ouest de Cayenne, à Kourou, se trouve le centre de tir de la Légion étrangère. C'est ici que les gendarmes d'élite s'exercent. Jean-Michel est le patron du groupe d'intervention. Il tire tant qu'il y a du mouvement. Aujourd'hui, il va jauger ses hommes sur leur capacité à réagir au feu ennemi, comme cela pourrait être le cas en pleine jungle. En 2012, il y a eu quand même 2 crashs de blessés, 3 gendarmes de blessés sur l'affaire d'Orlin. Quelques mois avant, on a un gars qui a fini paralysé avec un gars un peu tué. Il y a 6 mois de ça, il y a eu 2 Brésiliens qui ont été tués et qui ont tiré sur des gars à moi plus des crashs qui ont riposté. Donc ça peut arriver, ça arrive. Pas plus tard qu'hier, il y a encore eu une ouverture du feu. On a des adversaires qui, de par le Suriname ou de par le Brésil, amènent des armes de guerre sur le territoire. Ok, pensez bien les consignes de sécurité, donc la ligne de feu, la ligne de mouvement. Dès que je fais mon roc à droite pour prendre la ligne de mouvement, je mets la sûreté, je plante le canon, je tourne. Pour augmenter le réalisme de l'exercice, les gendarmes vont tirer à balles réelles. Jean-Michel a été déployé sur de nombreux théâtres de guerre, du Mali à l'Afghanistan. Rien n'échappe à son regard aiguisé. Reste avec lui, reste avec, tu pars avec lui. La moindre erreur est repérée. La sûreté, ok. Il n'est pas là pour sanctionner. S'il observe les moindres détails, c'est pour permettre à ses hommes de se perfectionner. Il y en a qui étaient en difficulté, est-ce que vous l'avez senti? C'est pas facile ce pam 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 pam. Le but c'est de prendre le pas sur l'adversaire, donc il nous a tiré dessus là, on le matraque, et là, pam pam pam. Donc là on va la refaire, et on va accentuer sur ce pam 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 pam. Il est possible qu'il y ait un blessé là, je sais pas, ça peut arriver, hein. Je vous préviens. Contact avant! Contact avant! Les conseils du commandant semblent payants. La manœuvre est de plus en plus fluide. Alors Jean-Michel va accentuer la difficulté. Blessé à la jambe. Ah, blessé! Le commandant vient de demander à l'un de ses hommes de simuler une blessure. Il faut l'évacuer sous le feu de l'ennemi. Comme dans une situation réelle, le blessé se fait un garrot. Les autres gendarmes le couvrent. Jean-Michel augmente un peu plus la difficulté. Là, ils vous ont vu, vous êtes blessé là, il faut partir. Les gendarmes doivent décrocher, mais le chef de groupe commet une erreur. Allez les gars, vous savez ce qu'on fait là? T'as annoncé ou pas? Ah, par là. Les gars, on décroche! Laurent avait oublié d'annoncer le départ. Sur le terrain, cette faute pourrait être lourde de conséquences. C'est bon, à partir de là, t'es plus à vue. Ok, donc, vous voyez, dès qu'on a une notion de blessé, et encore le blessé, il est géré à une personne, rapidement, ça complique la tâche. Hein. Il faut avoir une dynamique, un dynamisme très important pour vraiment que l'adversaire ne puisse pas lever le museau pour nous retiquer. Donc vraiment, on lui fait baisser les oreilles, il est fixé, et au moins nous, on décroche, il n'y a pas de précipitation à avoir. C'est pas fini là. Là, c'est l'échauffement, là, maintenant on va faire le plat de résistance. Maintenant, c'est aérocordage. Les hommes de Jean-Michel sont les seuls en Guyane à pouvoir être projetés en forêt au bout d'une corde lisse. La corde est emboîtée, pas de nœud, la corde est au sol. Je désécurise le premier. Désécurisé, parti. Une technique très efficace, mais également très dangereuse. Le dernier est sur le patin, il s'élance. Parti. Il faut s'entraîner en permanence. Mais une urgence va compromettre la manœuvre. Oui, le commandant, j'écoute. Oui. Le groupe est réquisitionné pour une mission. Ceux qui ont encore des bastos dans les chargeurs, là, vous les videz dans la caisse, vous ramenez les munitions.
En Guyane, l'antenne GIGN est la seule unité d'intervention spécialisée. On a une personne hier après-midi qui était sur une pirogue sur le Maroni au niveau de Maripasoula. Il tirait sur les gens qui passaient sur le fleuve. Et puis à un moment donné, il y a une patrouille de la KPS, donc c'est la police surinamaise qui est passée en pirogue à 4. Il leur a tiré dessus et il en aurait touché un à la tête. Un tir sur des policiers du Suriname, l'État voisin de la Guyane. L'affaire est sérieuse. Le commandant convoque le groupe d'alerte à l'aéroport. Maripasoula est à plus de 200 km de Cayenne. Le seul moyen pour s'y rendre, c'est l'hélicoptère. Le trajet va durer 1 heure. De quoi se concentrer sur les informations reçues, et notamment celles concernant la personne à interpeller. C'est très dangereux. C'est la première fois qu'il utilise son arme. Il a déjà eu des faits il y a 3 ou 4 ans. Et donc là, cette fois-ci, ça a été un peu la goutte d'eau qui fait les vents élevés. En plus, il a tiré sur des policiers surinamais. Maripasoula est à la frontière du Suriname. Seul un fleuve, le Maroni, sépare la Guyane de ce pays. C'est là que les policiers de l'État voisin se sont fait tirer dessus. Là, donc, on va atterrir directement devant la brigade où nous attendent les enquêteurs. On va donner les derniers éléments du dossier, les dernières avancées suite à l'audition. À l'arrivée, un des chefs d'équipe de Jean-Michel récupère auprès de la gendarmerie locale le dossier du fugitif. Son historique est impressionnant. Il s'est mis à faire des combats au couteau. Tu vois, il a des petites je vois, il est pas mal lacéré. Ah ouais, donc un 85, plutôt athlétique, et puis bon, quand il s'énerve, voilà, donc il va falloir sécher. Ouais, il va falloir sécher. Donc, on va se mettre à haut. Cela fait 1 an que les hommes de l'antenne GIGN ne sont plus venus à Maripasoula. Alors le commandant va étudier les plans dans les moindres détails. C'est quoi l'environnement là? L'environnement. Une maison là, c'est quoi? Ça, ce serait une maison. Ce qu'ils font, ils font toujours demi-tour ici, et voilà, ils vont jamais plus loin que là. Problème, le lieu d'interpellation n'est pas clairement identifié. Ensuite, la mamie et la sœur. Le fugitif vit en communauté avec toute sa famille. Avec 12 hommes disponibles, impossible pour Jean-Michel de cerner tout l'environnement. S'il dépose une deuxième équipe pour faire le bouclage derrière comme ça. À part si ça passe. Si ça passe, si c'est propre. Non, mais si c'est propre là, si avec la pirogue il fait le tour pour voir le temps que ça met. Parce que la difficulté, il y a 3 maisons. Alors, il y a le bar où il dort de temps en temps, où il y a sa femme qui habite, la maison de sa soeur et la maison de sa grand-mère. Donc il est dans un des 3. Et en plus, voilà, c'est un peu la pampa quoi. Donc s'il faut qu'il y ait là-dedans, pour le récupérer avec tout le matériel qu'on a sur le dos, ça sera très compliqué. Alors, le commandant va utiliser tous les moyens disponibles. Il nous en faut moins 11. Il va faire appel aux gendarmes mobiles. Donc toi tu peux donner 12 bonhommes, c'est ça? Entre 10 et 12, oui. Ce sera un renfort indispensable pour surveiller tous les chemins d'accès. Jean-Michel ne veut pas préparer son intervention en se basant uniquement sur des plans et des photos d'archives. D'expérience, il sait qu'en quelques semaines, un environnement peut complètement changer. Là, c'est s'approcher de l'objectif de demain matin pour voir de nos propres yeux à quoi ça ressemble. Dans la vieille photo, les photos c'est pas pareil. Le repérage va se faire dans le plus grand silence. Les gendarmes sont équipés de lunettes de vision nocturne qui vont leur permettre de s'approcher au plus près de l'objectif dans l'obscurité totale. Ça va être le pâté de maison là. On va aller voir. Grâce à ces lunettes, le commandant peut évaluer tout l'environnement. C'est un grand avec une double croix. Elle est énorme la porte. Parce que la première baraque là, c'est la sœur. Ouais. Et la petite là, on a vu un petit cabanon, c'est la grand-mère. Et lui, ça va être le bar, mais il y a une baraque là. Ouais, donc il va à 7 là. Ouais, faut rentrer tout le monde. L'observation a été payante. Sans elle, l'intervention du lendemain aurait pu tourner mal. Jean-Michel a relevé des changements importants par rapport au plan.
Ça confirme qu'il faut venir sur le terrain, voir de soi-même, de ses propres yeux, à quoi ça ressemble. Parce que là, sur les plans, on nous a lancé les petites maisons et là, déjà, on a une grosse baraque. Ça change un peu la donne. Avec ces nouvelles données, Jean-Michel va préparer son plan de bataille. Les arrestations domiciliaires se font obligatoirement entre 6h et 21h. Depuis plus de 2 siècles, c'est le cadre légal dans lequel doivent agir les forces de l'ordre en France. Le commandant a très peu dormi. 5h20, il faut bientôt partir. Dans 10 minutes, c'est parti. Donc après, plus temps de réfléchir, on déroule le scénario tel qu'on l'a arrêté. On espère qu'il soit là. Surtout ça. Rien ne garantit que le délinquant sera chez lui. Dans un cas sur 10, la tentative d'interpellation se solde par un échec. Il est maintenant 5h30, il faut accélérer le mouvement. Il y a un petit chemin après la centrale, tu t'arrêteras là. Ouais, ok. En Guyane, la population se lève très tôt. Plus il y aura de monde dans la rue, plus l'intervention sera compromise. Les gendarmes arrivent à proximité de la première maison, celle repérée cette nuit, avec la double porte en bois. Ils fouillent chaque pièce. Mais pour l'instant, ils ne croisent que des enfants apeurés. On va chez la sœur. Deuxième maison. Le commandant doit agir très vite. Allez, suivez les gars, c'est la jaune. Allez, suivez les fracs. Allez. S'il est là, l'individu recherché a forcément entendu les forces de l'ordre. Non, personne ne bouge. Allez. Tu chauffes ici là. Bougez pas, je peux le voir avec. Tout le monde là. Dans la vingtaine de mètres carrés de cette maison, vivent une dizaine de personnes. Mettez-vous là dans le coin. Dont de nombreux enfants. Mettez-vous dans le coin, mettez-vous dans le coin. On va rester par là, rester ici. Après avoir fouillé les 3 bâtiments, Jean-Michel doit se rendre à l'évidence. La cible n'est pas là. Oui, vous savez qu'il a tiré sur des policiers du Suriname hier. Il en a blessé un. Ouais, hier. Il est allé en face, là. Il est allé voir le chinois en face. Voilà. Le fugitif est absent. Mais quelques secondes plus tard, il appelle son épouse. Il est pas loin. Non? Il est où? Ah, dites-le, il est où là, franchement? Qu'il vienne, là, ouais. Il a plein de pouvoir. Il sait très bien qu'il y a les gendarmes, il appelle. Il est. Non? Il est 6h. Il est 6h du matin. Il appelle à 6h du matin? Non. Et il appelle. Il sait qu'on est là. Donc il est pas très loin. Qui l'appelle? Appelez-le. L'enquêteur de la section de recherche rappelle le numéro de téléphone reçu par l'épouse. Il va tenter pendant de longues minutes de convaincre l'homme de se rendre. Mais pas dans 2 jours, hein. Viens tout de suite. Viens de la gendarmerie. Viens, je serai là. Ouais. Mais sans succès. Le délinquant qui a tiré sur plusieurs personnes a pris la fuite et abandonne derrière lui une femme et des enfants. Maintenant, je dois m'occuper seule de mes enfants. C'était lui qui gagnait de l'argent, qui entretenait le foyer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Un mois plus tard, l'individu a été arrêté par la police aux frontières, à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans l'attente de son procès, il a été placé en détention provisoire. Le lendemain, les hommes de l'antenne GIGN ont rendez-vous à la base navale de la Marine nationale, à Cayenne. Pas de repos pour le commandant Jean-Michel, qui en permanence prépare de nouvelles missions.
En Guyane, les gendarmes interviennent sur tous les terrains. Air, terre et mer. Vous remarquez, c'est bon? On va. Pour ravitailler les garimperos en forêt, les groupes mafieux passent par la mer et les fleuves. Dans quelques heures, le GIGN de Guyane va réaliser une opération d'envergure pour stopper cet approvisionnement. Les convois, ça peut monter jusqu'à 10 pirogues. Forcément, sur 10 pirogues, on n'en chopera pas 10. Si on peut en attraper 3 et on se concentre sur les grosses pirogues, c'est les pirogues, ils chargent jusqu'à 5 tonnes de matériel, elles font entre 14 et 18 mètres de long, c'est énorme. Hein. Arrêter une pirogue lancée à pleine vitesse, ça ne s'improvise pas. C'est même une méthode d'intervention particulièrement risquée. Alors le commandant va répéter la manœuvre. Les gars, préparez-vous! D'autres gendarmes sont à bord d'une petite embarcation et jouent les ennemis. Attendez! Attendez! Allez! À près de 50 km/h, le moindre écart et c'est l'accident. Le premier assaut est loin d'être un modèle du genre. Jean-Michel n'est pas satisfait. On va pas sauter avec les boucliers. Non, mais c'est les boucliers à d'autres. Il faut les enlever parce que là c'est... Alors sur la tranche, dans la tête on a vraiment nos deux mains pour... Les boucliers, ce qu'on fait. C'est ça qui fait chier. Les boucliers, si vous en avez besoin, vous les avez apportés. S'il n'y en a pas besoin, vous avez moins 20 ou au moins 40 mm, d'accord? Nous, le but c'est d'aller le toper lui là. Faut stopper la pirogue absolument. Parce qu'une fois qu'elle est stoppée, on peut mettre du renfort. En mission, ces hommes seront face à un ennemi armé, pouvant riposter. Cela fait régulièrement les titres des médias en Guyane. Des gendarmes attaqués, des militaires tués. Face au GIGN, l'ennemi est déterminé à protéger sa marchandise illégale. Jean-Michel va donc répéter la manœuvre. Écoutez les gars, Christian, une fois qu'on aura pris de la vitesse, là on vous a mis devant pour que le bateau puisse prendre de la vitesse. Une fois qu'il a pris de la vitesse, il faut glisser un peu parce que lui ça va lui faciliter le boulot. Parce que je lui ai demandé de se mettre au niveau du pilote. Comme ça, vous sautez vraiment sur le pilote et les appuis, ils sont face au pilote. Ok? C'est bon? Ouais. On la refait? Quelques minutes plus tard, suivant avec précision les conseils du patron, le deuxième assaut est donné. Et le piroguier correctement stoppé. Mais le commandant est un chef exigeant. C'est pas mal. C'est encore du boulot, c'est pour ça qu'on va recommencer. On va driller. Son credo, c'est 0 faute. Alors il va faire à nouveau répéter ses hommes. Super entraînement, très bien. Instructif, constructif, ça donnait du coup ça a permis à ceux qui n'en ont jamais fait de voir un peu la difficulté, ce que c'était. Et pour nous c'est de recaler les billes et puis voilà, donc maintenant par rapport à ça, on a arrêté un mode d'action qu'on a confirmé, donc c'est bien, c'est parfait. Et à votre avis, ils sont prêts? Ah, ils sont prêts. Les gendarmes étant prêts, c'est le déclenchement de l'opération Corbeau. L'objectif, contrôler les accès du fleuve Oyapock et saisir un maximum de pirogues qui approvisionnent les orpailleurs illégaux. Les gendarmes ont rendez-vous à 200 km de Cayenne, au Cefeu, le centre d'entraînement à la forêt équatoriale géré par l'armée. Christian de l'antenne GIGN retrouve 8 légionnaires qui vont venir en renfort pour cette opération. Là, tu peux tout attacher déjà, parce qu'en fait, là, la manip, c'est d'aller jusqu'au dégrade avec les pirogues. On les met à l'eau, on a juste le personnel à charger, puis après, on s'en va. Au sein du groupe d'intervention, Christian a une spécialité rare, piroguier. Une des nombreuses qualifications qu'il a passées à la gendarmerie. Non, faut être polyvalent, sinon... voilà, faut être mécano, faut être piroguier, faut savoir faire pas mal de choses. Ouais. Mais c'est justement ça qui est intéressant. On peut travailler le lundi en pleine forêt, puis le mercredi on va être en ville à Cayenne en civil. Et puis pour taper un autre jour à 6 h du matin en combi dans une baraque. Donc
C'est ça qui est bien, c'est toujours différent. Christian doit amener les pirogues de nuit, à une 50aine de kilomètres au nord de sa position. Et il veut le faire sans lumière. Moi, ça me dérange pas, on peut faire attendre. Ouais. Si c'est faisable. On peut faire couper la lumière. Si c'est faisable de faire couper le phare halogène, là. Au moins le phare halogène, quoi. On va essayer de faire avec le moins possible de lumière. Si jamais voilà, il y a on tombe sur des pirogues qui sont en face, ou alors juste des guetteurs, des sonnettes comme on appelle ici, qui sont à proximité, ça évitera de se faire repérer trop vite, quoi. S'il y a moins de lumière, au moins ils ne sauront pas peut-être le nombre de personnel, le nombre de pirogues, etc. Donc autant brouiller les pistes un maximum. Christian ne veut pas prendre le risque de se faire repérer. La mise à l'eau se fait dans la plus grande discrétion. Regarde où est-ce qu'on est. En pleine forêt, en pleine nuit. On va partir pour 1 heure de navigation. Sans lumière. Ouais, il y a un petit côté aventure. Christian va retrouver son commandant, Jean-Michel. Il a disposé 2 navires de la gendarmerie maritime. Chacun sur un bras du fleuve, au niveau de l'embouchure. Aucune pirogue venant de la mer ne devrait passer à travers le dispositif. Si l'une d'entre elles approche, Christian la prendra en chasse. Et maintenant, on va attaquer la veille de nuit et du coup, maintenant, on va couper tous les feux pour être le plus discret possible, en mesure de partir sur un objectif. Là, maintenant, on est vraiment en veille radar, en écoute radio pour voir s'il y a du mouvement, de l'activité qui nous intéresse. Maintenant, c'est l'attente. Toute la nuit, les gendarmes vont se relayer, scrutant le moindre mouvement sur leur radar. Mais au petit matin, malgré 8 heures de surveillance, pas une seule pirogue n'a été aperçue. Jean-Michel craint d'avoir été repéré. Cette nuit, ils ont carrément observé depuis le plat à bord avec les îles et tout, il n'y a rien qui est passé. Et pourtant on a des vecteurs sur les 2 côtés et sur les 2 bras du fleuve, il n'y a rien du tout. S'il n'y a rien du tout, c'est peut-être que les pirogues sont à un autre endroit. Bien souvent, les petites embarcations, en fait, elles viennent soit beachées, soit ici, donc il y a différentes cliques. L'expérience du capitaine du bateau va peut-être servir à Jean-Michel. Et cette petite biche, elle serait où là? Il y a une clique qui se trouve ici. Apparemment, elle permet de rejoindre la FEMA. Il vient d'indiquer une crique qui pourrait servir de cache pour les piroguiers brésiliens. Alors, Jean-Michel va utiliser un moyen qui donne souvent des résultats. Ouais, sur écoute. Une observation aérienne. Alors, des premiers renseignements qu'on a pu recueillir, vous êtes prêts à noter? Un hélicoptère qui survole la zone va transmettre de précieuses informations. Ouais, transmets. Vous avez un bateau qui semble être un bateau de pêche le long de la côte. Comme vous avez également 3 bateaux, donc 2 pirogues à fausse montagne d'argent cachée derrière le petit îlet devant la fausse montagne d'argent. Ouais, bien pris. Est-ce que vous souhaitez qu'on refasse une reco quitte à se dévoiler? Non, négatif. Ok, donc Pando, fin de reco. H1, celle-là. 2 pirogues. Immédiatement, Jean-Michel donne ses ordres. Celle qui est en trait de côte, là, ça va être celle-ci, normalement. Il y a 2 objectifs, là, donc on va dessus. Finalement, ça a porté. Ils sont bien planqués là où on pensait. Si les pirogues sont bien à l'endroit indiqué, le commandant doit faire très vite. Le survol de l'hélicoptère a peut-être réveillé les soupçons des Brésiliens. Pour ne pas se dévoiler, Jean-Michel et ses hommes vont débarquer à l'opposé de la crique. Ils doivent maintenant progresser à pied pour tenter de surprendre les garimperos. Donc là, j'ai ploté le point. On est à 1 kilomètre topo, quoi. Ils sont au nord. Ça, il faut redescendre. 1 seul kilomètre les sépare de l'objectif. Mais la jungle ne facilite pas la progression. Chaque minute de perdu
C'est le risque de voir la pirogue partir. Après une demi-heure de marche, les gendarmes arrivent à proximité du point GPS communiqué par l'hélicoptère. Mais les Brésiliens ne sont plus là. Parce que là, on commence à voir faire un tour de ligne. Ah merde. Ah voilà, pour avoir des résultats, chaud. Chaud. Et ils anticipent. Ils anticipent tout. Ah, les Brésiliens, s'ils se mettent ici, c'est qu'ils ont une bonne raison. Pour eux, c'est accessible et ils ont le temps de nous voir venir. Et a priori, c'est ce qui s'est passé ce matin. Le commandant Jean-Michel ne compte pas s'arrêter là. Non, on va aller là où le secteur nous donne l'hélico, parce qu'un hélico, quand il plotte un point, il le plotte en passant. S'il a fait un stationnaire, ils auraient compris que c'est faux. Donc ça reste une zone générale et après c'est à nous à peaufiner et affiner la recherche. Problème, la marée est maintenant descendante. Et là, il y a une branche à suivre. Il y a une branche à suivre. Regarde, là, il a tapé. Dans très peu de temps, les Zodiacs ne pourront plus accéder au cric. Jean-Michel doit l'accepter. Il faut en rester là pour aujourd'hui. Forcément, il y a de la frustration. Alors, on aime bien attraper sa proie, mais bon, voilà. On l'a pas attrapé. C'est pas grave, voilà, le chasseur qui attrape pas sa proie, c'est pas pour ça qu'en rentrant chez lui, il pose le fusil, il dit bon ben c'est bon, j'arrête. Non voilà, on va continuer. Et du coup, c'est un challenge pour trouver autre chose pour pouvoir attraper la proie. Là, ce qu'on a fait, c'est pas contre-productif parce que là, on les a bloqués, ils peuvent pas passer là, ils sont pas passés. 3 semaines plus tard. Ouais, c'est bon, la barre est à zéro, les deux machines sont réglées avant, tu as les marches forcées disposées ainsi que le bouillet, donc comme tu entends. Jean-Michel est reparti en mission avec ses équipes. Ce jour-là, il a eu plus de chance. Il a arrêté plusieurs pirogues, dont l'une transportait plus de 5 tonnes de matériel. Chaque année, les gendarmes du GIGN de Guyane réalisent plus de 300 missions. Pratiquement une par jour.